les sockets en titane. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission dédiée au vélo de Radio Campus. Et oui, c'est une nouvelle émission qui voit le jour tout naturellement, puisque je fais de la radio, vous savez sûrement que je fais de la radio dans le Roots Report tous les samedis et que je fais beaucoup de vélo. Et bien, c'était la meilleure idée, je crois, c'était de faire une émission dédiée au vélo. Mais évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné. De la nomade sédentaire. Bonjour Katia. Bonjour. Je suis aussi accompagné de Pascal, Pascal du Comcom. Bonjour Pascal. Bonjour. Et de Mélo Vélo. Hello. Ça va ? Tout le monde est bien ? Nickel. Nickel. Eh bien, en gros, le concept de cette émission, c'est de rassembler toute personne qui a des choses à dire sur le vélo. Hein, et Dieu sait s'il y a plein d'initiatives en ce moment et on en voit de plus en plus. Mais sans vouloir paraître pour des fanatiques, je voulais quand même que l'automobiliste qui serait à l'écoute de l'automobiliste, hein, parce qu'il n'y a pas que des cyclistes convaincus qui sont à l'écoute de Radio Campus, j'aurais bien voulu que l'automobiliste aussi se sente à sa place dans cette émission. Et donc, eh bien, loin de nous l'idée de les juger, de juger ce mode de déplacement bruyant et polluant. Non, on va faire en sorte que vous vous sentiez bien, vous aussi, vous qui êtes derrière un volant de voiture. Non, cette émission, même si elle est dédiée au vélo, eh bien, elle se veut surtout, bienveillante. Voilà. Et donc, on va commencer l'émission Les Sockets en titane, comme le disait bien ce générique, par on aura plein de rubriques, hein, donc autant vous présenter tout de suite qu'on a une rubrique qui va permettre à vous qui avez un vélo, je n'en doute pas, même si vous en servez pas tous les jours, mais vous avez sûrement un vélo qui mérite un petit coup d'entretien, donc il y aura une rubrique mécanique entretien. Il y aura également une séquence dédiée à la législation, la sécurité routière, parce que encore un peu il faudrait qu'on sache quand même rouler à vélo correctement, hein, et montrer l'exemple. Il y a aussi l'agenda des initiatives en lien avec le vélo, évidemment. Il y aura un point culture, parce qu'il y a plein de livres, il y a plein de choses qui se passent autour du vélo. Le cyclisme, c'est aussi un sport, hein, donc on aura, on essaiera de vous tenir au courant des résultats de courses qu'il y a. Alors on essaiera peut-être pas de parler des courses, les courses classiques, mais on essaiera de parler de courses plus alternatives peut-être. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant de tout ça, c'est sûr. Quand vous aurez écouté notre émission, vous serez imbattable sur le sujet du vélo. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on aura chaque émission, parce que c'est prévu donc de faire une émission par mois pour commencer. On aura une interview, et cette semaine on a Mélodie pour Mélo Vélo. On a la rubrique aussi de la nomade sédentaire, hein, et alors il y aura Pascal qui nous partage des histoires vraies liées à des courses cyclistes d'antan. Mais on commencerait peut-être tout de suite par la nomade. Bonjour Katia. Bonjour Clément. Alors, tu es une cycliste au quotidien. Ouais. Et tu as écrit sur le sujet. Ouais. Tu fais plein de choses. Explique-nous un petit peu. Donc, effectivement, ouais, j'ai un blog où je parle beaucoup de vélo et de ma pratique du vélo et de mon amour pour le vélo surtout. Je suis présente sur les réseaux sociaux aussi pour partager simplement, échanger avec d'autres amoureux du vélo, mais aussi pour démystifier un petit peu vraiment le vélo à Bruxelles. Je fais des vidéos aussi que je partage sur ma chaîne YouTube. Des daily hops. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez apprendre un nouveau mot, c'est un daily hops. Donc c'est se filmer en train de rouler. Voilà, c'est filmer le trajet en fait. Donc moi, on ne me voit pas sur la vidéo. J'accroche la caméra sur mon torse et je filme le trajet simplement pour... le but, c'est vraiment de démystifier en fait, parce qu'on s'imagine souvent que c'est dangereux ou que... Et tu n'es pas seule à faire ça, Mélodie de Mélo Vélo aussi le fait. Exactement. Hein, oui, exactement. C'est aussi... tu nous en parleras tout à l'heure dans la rubrique interview, mais voilà, excuse-moi, continue, Katia. Et donc, les vidéos que je partage, là, c'est vraiment dans le but de démystifier et pour montrer aussi à ceux et à celles qui ont envie de se lancer, de commencer à se déplacer à vélo à Bruxelles,
que ben, non seulement c'est pas dangereux, mais en plus c'est chouette, quoi. Donc évidemment dans les vidéos on voit aussi les dangers potentiels, les petites incivilités ou les plus grosses incivilités de la part d'autres usagers de la route qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Bon voilà, on apprend à anticiper tout ça. Donc, Et aussi, tu parles du manque d'infrastructure, je pense, dans ces vidéos. Oui, ça m'arrive parfois. C'est pas seulement voilà. le comportement des gens. Hein. Oui, il y a aussi, je parle des infrastructures que je rencontre, qu'elles soient chouettes ou inexistantes. Je parle souvent de Mérode, où je passe assez régulièrement, où c'est juste scandaleux, qu'il n'y a toujours rien, alors que c'est le deuxième point de passage cycliste à Bruxelles. Ouais, il y a moyen de... Enfin voilà, l'idée c'est de démystifier tout ça et peut-être faire un petit peu, prendre conscience des problèmes qui existent à Bruxelles. Oui, parce qu'il y a quand même des problèmes entre les différents utilisateurs de la voirie. Et l'idée, c'est par cette émission, c'est certainement qu'on apprenne à se connaître mieux. Et du coup, puisqu'on partage le même espace, en se comprenant et en se connaissant mieux, on va d'autant plus se respecter, je pense. Exactement. On ne naît pas cycliste, hein, tout comme on ne naît pas automobiliste. On est tous à un moment ou un autre de notre vie, soit piéton, soit cycliste. On n'est pas une secte, quoi, parce que parfois on parle des cyclistes comme si on était un groupe à part. Mais voilà, moi, dans ma rubrique que je parlerai tout à l'heure justement de ma transformation d'automobiliste à cycliste. Je suis une ancienne automobiliste, donc voilà, n'importe qui. Enfin, c'est pas des groupes à part, quoi. Donc, il faut apprendre simplement à communiquer. Et on va tous aller du point A au point B, et chacun a un mode de transport différent, simplement. Oui, ça fait pas si longtemps, que tu es sur un vélo, hein, je pense. Ça fait quand même une quarantaine d'années. Ah oui. Quand même. Mais disons que j'avais fait une longue pause, effectivement, quand je me suis installée à Bruxelles, vers l'âge de 20 ans, et, où j'ai acheté une voiture, etc. à l'époque. Et je me suis effectivement remise au vélo quotidien il y a 5 ans à peu près. Ouais. On peut voir la voiture que tu avais, je pense, sur ton blog, hein, sur ton site. Il y a une photo de cette voiture. C'était pas celle-là. La petite Fiat Panda rouge. C'est la toute première, ça. Toute première que j'ai achetée avec mes petits sous quand je travaillais comme étudiante au restaurant. Elle est toute mimi, la petite Panda rouge. Ouais, la Fiat Panda. Elle était bien pourrie aussi, mais bon, elle m'a emmenée. Elle a été fidèle pendant le temps qu'elle a duré. Mais donc, pour voir tes vidéos, on peut aller sur ton site, c'est ça? Ouais, donc mon blog, c'est lanomadesédentaire.be. Et alors, il y a ma chaîne YouTube, il suffit de taper La Nomade Sédentaire, on trouvera la chaîne aussi. Et puis Twitter et Facebook aussi, évidemment. Et alors, tu mets de la musique aussi quand tu roules à vélo, mais pas dans tes oreilles, direct sur un baffle, hein, c'est quand même plus sûr qu'un casque. Une petite enceinte, oui, pour juste me faire oublier un tout petit peu le bruit des moteurs tout autour. Et ça me met vraiment en joie de rouler avec... en général, je mets du classique, j'aime beaucoup rouler au son de Chopin, personnellement. Et ça va le mettre trop fort et ça suscite plutôt des sourires. Ce matin encore, j'étais au feu avec un cycliste avec qui j'ai fait la course, en fait, quand nous morceaux de mon trajet. Et on s'amusait à se dépasser, à se redépasser, mais voilà, en rigolant. Sur du Chopin, c'est pas mal. Sur du Chopin, effectivement. Et on s'est retrouvés au feu un peu plus loin. Et puis là, il m'a dit, c'est sympa ta petite enceinte, comment ça marche, tout ça. Et je lui ai encore posé la question. Je lui ai dit, ça va, ça gêne pas trop, c'est pas trop bruyant. Il me dit, non, pas du tout, on entend juste à peine. Et c'est le but de ces enceintes, c'est vraiment de diriger le son vers la personne qui écoute et pas de commencer à faire plus de bruit qu'il y en a déjà sur la voie publique, quoi. Voilà pour ça. Mais merci Katia pour cette présentation. On va tout doucement passer à la rubrique de Pascal, petite virgule. Pascal, donc on te connaît parce que tu es à la tête du magasin Comcom. C'est gentil. Bah oui, tout à fait. Mais pour revenir sur ce que Katia disait, c'est amusant parce qu'on n'a pas vraiment la... Enfin, je suis aussi cycliste au quotidien. Par contre, moi, c'est vraiment au casque. Ah bon? Death metal plein pot, quoi. Tu vois. Mais non. Si, je confesse, j'ai vraiment... c'est pas le même univers musical sur le chemin du travail et ça me détend beaucoup aussi. Voilà. Mais au casque, par contre. Et, ouais. Mais donc, tu compenses avec les yeux, du coup. Enfin, avec tous les autres sens. Bah, Parce que sinon, c'est dangereux. Ouais, c'est absolument dangereux, mais non, c'est vraiment pas à conseiller. Mais j'ai la chance d'avoir 80% de mon trajet pour aller au boulot sur piste cyclable. Et la chance, hein. Ah ouais, j'ai une chance inouïe. J'habite près de la gare du Midi, je travaille à Zaventem, je peux suivre le canal pratiquement jusque là-bas. Donc voilà.
Cool son. Ah ouais, non. Mais moi aussi, hein, j'ai aussi envie de dire que j'ai aussi un baffle comme toi, enfin comme vous, et enfin non, comme toi en fait, puisqu'il n'a pas de baffle, je suis bête. Mais comme vous, parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que moi. Moi je mets de tout, j'avoue, et des trucs plutôt rythmés, parce que si c'est trop mou, je vais pas assez vite. Et voilà. Et le ska que je mettais ce matin, j'avoue, ça marchait vachement bien. Voilà, c'est juste pour dire. Mais je pensais effectivement que c'était super dangereux de rouler avec un casque, et je le pense toujours, mais hier il y avait un sujet quant aux sourds et muets qui passent le permis de conduire. Il y a des cours théoriques qui sont adaptés pour les sourds et muets, et après ils peuvent rouler en voiture. Du coup, si une personne malentendante, peut rouler en voiture, et la personne expliquait que lui, il a aussi développé une espèce d'hyper sensibilité avec les autres sens. Et il arrive du coup à compenser. Donc si eux y arrivent, peut-être que c'est possible, mais il aurait peut-être non. En France, c'est interdit le rouler avec un casque dans les oreilles. Hein. Moi, je trouve ça hyper dangereux. Moi aussi, je le fais, mais parfois je suis complètement dedans. En plus, tu vois, c'est pas comme ne rien entendre. T'as quand même la musique. Oui. Non, puis de toute façon, on peut pas comparer quelqu'un qui. C'est suicidaire quand même. Hein. Oui, non, c'est ça. Moi, j'avoue, je suis pas en train de donner un conseil. Je partage ma pratique. Mais ne le faites pas. Non, surtout pas du death metal, en tout cas. Non, mais ça doit être bien. Ça se discute. Non, mais tu vas vite du coup avec ça. Toujours. Et t'es quand même gentil avec les automobilistes. Absolument. Sérieux, ça ne te rend pas plus méchant? Non, pas du tout. Bon, allez, alors ça va. Est-ce qu'on Pascal, excuse-moi là, mais je sais que tu as quelque chose à nous dire que peu de gens savent, des histoires que... Oui, c'est ça. Donc je vous ai préparé des histoires. Sont des histoires vraies, évidemment. Et le passé du cyclisme regorge d'histoires absolument plus incroyables les unes que les autres. L'un forge sa fourche lui-même en bas d'un col, repart à l'attaque du col suivant, etc. Enfin, tout ce genre d'histoires. Et il y en a, il y a des histoires de légendes, etc. Et donc je vais partager quelques-unes de ces histoires, si possible les moins connues. Mm-hmm. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, sont les histoires des disparus. Et je veux dire pas les disparus parce que ce sont des vieux cyclistes qui sont décédés, etc. Non. Vraiment les disparus. Ceux qu'on ne trouve plus. Ceux qui sont victimes d'une disparition totale. Et pour certains qu'on cherche toujours et on ne sait pas où ils sont. À vélo, ils se sont perdus, on les a jamais retrouvés, c'est ça ? En fait, c'est quelque part un secret bien gardé. C'est que dans l'histoire du cyclisme, il y a énormément de disparitions, de coureurs qui ont pris le départ et puis... on les a pas retrouvés, ou il y a toute une série d'autres incidents. Et il n'y a pas une omerta, mais je veux dire, ce sont pas les histoires que les gens aiment. Il y a pas que des histoires très reluisantes dans toutes ces histoires. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ça que je voulais un peu partager avec vous. Donc rendre hommage un peu à ces disparus. Donc comme je disais, certains on les cherche toujours, et puis peut-être essayer de tenter une petite explication sur ces disparitions, puisqu'évidemment au fil de l'histoire, le nombre de cas devenant de plus en plus important, des hypothèses commencent à être émises sur le sujet, et il y en a certaines que je trouve particulièrement intéressantes. Et donc voilà, donc aujourd'hui, les disparus. J'ai pris quelques exemples dans l'histoire, mais l'histoire vraiment, l'histoire du cyclisme en regorge. J'ai épinglé pour vous 5-6 de ces histoires qui illustrent bien faut pas se voiler la face, le côté parfois dramatique de cette situation. Ça commence un petit peu en 1922. C'est au départ du Tour de France. Au départ du Tour de France cette année-là, il y a un jeune coureur, personne ne le connaissait, mais il est très très prometteur. Il prend le départ, il a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir s'inscrire, il n'a pas d'équipe, il a levé un peu de fonds, il y met tout son maigre salaire de l'année, il prend le départ du Tour de France 1922, et là, Raymond Castagne, puisque c'est son nom, brille sur les premières étapes.
Et non seulement il brille, mais petit à petit, il se forge un classement, il avance au classement général. Et à l'arrivée des Pyrénées, eh bien, il est premier. Il est premier au classement général. Il attaque l'étape des Pyrénées. À l'époque, on n'avait peur de rien. Les étapes faisaient 300, 350 km. Il y a des coureurs qui mettaient parfois, qui arrivaient à la ville, l'arrivée, quand les autres étaient déjà partis pour l'étape du lendemain. Il ne roulait pas de nuit aussi. Il ne roulait pas de nuit des fois. Enfin, oui, non. Oui, bon, il y avait des courses sur 800 km donc de fait, mais bon, ça sera. Okay. On parlera de ça une autre fois. C'est un sujet intéressant parce qu'il y a un certain nombre de légendes associées à la distance aussi. Mais donc Raymond Castagne prend le départ. Et là, à l'époque, pas d'hélicoptère, pas de moto-suiveuse, ils étaient lâchés dans la nature. Raymond Castagne n'arrivera jamais à la ville arrivée. On attend des heures, le lendemain, toujours pas de Raymond Castagne. Des guides de montagne prennent la route du sommet pour aller voir si on le retrouve. Ils reviendront le lendemain avec un sac rempli vaguement d'ossements, etc. La version officielle a été que Raymond Castagne a été dévoré par les ours. Il faut savoir qu'en 1922, on n'avait pas besoin de réintroduire l'ours dans les Pyrénées. Il y avait plus d'ours que d'habitants en 1922 dans les Pyrénées. Non, il y a... Toutes ces histoires sont absolument véridiques, Clément. Ça, c'est en tout cas la version officielle. 1922, Raymond Castagne disparaît, mangé par les ours. Ça paraît dingue, ce truc. 1934, sur le Giro, sur le Giro, Marco Scarponi. Le Giro, c'est une course en Italie très connue. C'est le Tour de France, mais en Italie. Voilà. Ok. C'est le Tour d'Italie. C'est ça. Et ils font. Non, le Tour de France, c'est en France et le Giro, c'est en Italie. Et donc, elle est bonne, voilà. Il fallait qu'on la fasse pour une première. Alors là, la situation est un petit peu similaire. Là, Marco Scarponi était plutôt un coureur sur le retour, qui avait eu une brillante carrière au début, qui avait un peu disparu, qui avait annoncé son retour, qui avait réussi à à trouver des tas de sponsors, etc. 1934, il prend le départ comme un réel favori. Ça ne plaît pas beaucoup au milieu autorisé, parce que finalement, chacun avait ses champions, et lui, il est un peu sur le retour, il vient avec beaucoup d'argent. Il écrase le Giro de sa domination dès la première étape. Il y a l'étape reine du Tour, cette année-là, passe par le Stelvio, qu'il franchit avec 20 minutes d'avance. Et là, à nouveau, jamais Scarponi n'atteindra la ville arrivée. Enfin. Non, absolument pas. On a alors, là, on ne retrouve rien. Je veux dire, on remonte. On remonte. Non. On remonte au sommet, on cherche sur tout le trajet. Là, on ne trouvera jamais rien, si ce n'est que un policier français féru de cyclisme continuera l'enquête après son départ à la retraite et finira par trouver la casquette de Marco Scarponi chez un vétérinaire parisien. Ouais, chez un vétérinaire parisien. À l'époque, il n'est pas très pris au sérieux. Quand on sait, avec le recul, avec l'histoire moderne du cyclisme, l'usage qu'il est fait des produits vétérinaires dans le cyclisme, bien entendu, on commence à voir un petit peu un lien possible, mais bon, le dopage balbutie encore un petit peu, donc il n'a pas encore atteint la performance qu'il a pu atteindre aujourd'hui, donc voilà, ça c'est un début. 1952, un Anglais, Tom Averton. Là, affaire différente. De nouveau, un coureur un peu l'outsider, mais qui va soudainement briller. Encore une fois, un coureur un peu dérangeant, un coureur qui donne beaucoup son avis sur les parcours, les classements, vraiment un peu à casse-pied quelque part. Et là, donc sur une des étapes du Tour de Grande-Bretagne, Tom Averton part seul. Il fait un temps épouvantable. Il part seul, il prend de l'avance.
On perd un peu sa trace pendant quelques minutes. Bon, on est en 1954, c'est déjà plus, il y a déjà plus de moyens, etc. Et là, il arrive. Là, il arrive à la ville d'arrivée. Seulement, tout de suite, un malaise s'installe. Parce que à l'interview, il commet quelques erreurs sur le nom de ses coéquipiers, sur sa ville d'origine, enfin tout ça n'est pas très clair. Au final, ça ne sera jamais établi à 100% éprouvé, mais dans les milieux autorisés, tout le monde est convaincu que c'est un sosie de Tom Averton qui a franchi la ligne d'arrivée et pas Tom Averton lui-même. Oh. Donc ça sont des exemples un peu anciens. Ah ouais. Très rapidement, je vais revenir sur deux exemples un peu plus modernes. En 1984, Venceslas Kozurov, le célèbre Kazakh, chute, est emmené en ambulance. Enfin, c'est l'événement. Il fait une chute assez sévère. On s'inquiète beaucoup pour sa santé, voire pour sa vie. Venceslas Kozurov n'est jamais arrivé à l'hôpital. Alors après, on a interrogé plusieurs témoins qui avaient assisté à la scène, etc. On n'a jamais retrouvé l'ambulance. Mystère supplémentaire. Toujours plus proche de nous, 1993, l'Espagnol Diego Alvarez Coca entre dans la tente antidopage à l'arrivée de l'étape. Et là, on est quasiment sur un tour de passe-passe, un tour de magie. Il est rentré dans la tente antidopage, mais il n'en est jamais ressorti. La tente antidopage, c'est le contrôle, c'est ça, c'est là où on te contrôle. Des coureurs, on prend des coureurs au hasard. D'ailleurs, ça me donne l'idée, il y a des histoires magnifiques sur la lutte antidopage. Ah oui, on veut. Oui, absolument. La poire à urine de Patrick Sercu, etc. Enfin, vraiment, il y a des histoires. On y reviendra, on a de quoi. Donc il n'est jamais sorti, excuse-moi. Jamais sorti de la tente de contrôle antidopage. Je vais arrêter les exemples, mais il y a des exemples beaucoup plus proches de nous. J'ai une famille. Je ne veux pas prendre de risques et m'étendre et mettre des hypothèses sur des histoires qui pourraient concerner des coureurs encore en activité, etc. C'est un milieu qui peut parfois être un peu interlope. Et donc, moi, je préfère rester sur ces exemples un peu anciens. Mais si on revient un peu sur les exemples que j'ai pu donner, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces coureurs? Finalement, du talent. Tous avaient une certaine forme de talent. Tous étaient, à quelques exceptions près, prometteurs, jeunes, rentrant pas vraiment dans le cadre, mais avec En tout cas, le point commun, c'est que tous ces coureurs ont réussi, dans leur activité professionnelle, à écraser la concurrence à certains moments. Et puis un jour, finalement, les exemples se multipliant, de plus en plus de personnes se sont intéressées à tous ces cas et se sont mis enfin à enquêter sur ces disparitions. Je sais de sources bien informées qu'un livre sur le sujet avec des révélations fracassantes est sur le point de sortir. Suspense. Ah bon? Ouais, vraiment. Je ne peux pas en dire plus ce soir, mais bon, voilà. Mais on tiendra au courant les auditeurs de Radio Campus, ça sera probablement, je pense, l'ouvrage phare sur le cyclisme de l'année prochaine. Des révélations absolument fracassantes. Toujours est-il, je peux déjà partager avec vous quelques pistes qui ont été émises par cet auteur, qui... On pourrait peut-être une fois l'inviter à l'émission. Je veux dire, une fois que le livre est sorti, il serait un candidat idéal pour une interview. Alors, donc, il y a plusieurs pistes. Je ne vais pas m'étendre dans le détail sur chacune de ces pistes, mais en tout cas, il a évoqué avec moi au cours de cette conversation la possibilité que ces coureurs aient été enlevés pour des transfusions sanguines. Oui, à l'époque, c'est comme, vous savez, en 1922, on mangeait, les coureurs mangeaient de la viande pour s'attribuer la force du bœuf, quoi. Donc, ils faisaient des transfusions sanguines, en espérant transférer ce sang vers un autre coureur afin qu'il bénéficie de son talent, etc. Ça paraît surprenant. Si, mais attends, Katia qui est à côté de toi, elle a des yeux. Je veux dire, bon, là, je peux parler d'un cas plus récent. C'est
c'est ce qui a fait tomber Lance Armstrong il y a quelques années. C'est exactement cette pratique-là. Donc là, il y a déjà un faisceau de présomption. La piste vétérinaire, vous vous rappelez la casquette qu'on avait retrouvée, n'a jamais été vraiment abandonnée. Et il semblerait que l'auteur du livre à venir ait trouvé un boucher à Wolverhampton, un vieux boucher, qui est prêt à faire des révélations apparemment absolument époustouflantes, en particulier sur le cas de Marco Scarponi, qui semblerait avoir connu quand il l'a découpé quand il était très jeune. Pour le vendre. En tout cas, ça ferait le lien avec la découverte de la casquette chez le vétérinaire parisien. Bon, il croit beaucoup à cette hypothèse-là. L'autre hypothèse, c'est qu'évidemment, ces coureurs étaient peut-être trop forts pour les autres, la concurrence, les organisateurs, et qu'il fallait tout simplement les éliminer. Alors, il y a deux hypothèses, et je terminerai là-dessus. Il y a deux hypothèses plus audacieuses, je dirais, parce que les autres tombent sous le sens. Et, bon, là, on est un peu plus sur un terrain aventureux. Tombe sous le sens, c'est toi qui le dis, hein, excuse-moi. Ouais, non, mais je veux dire, attends. Donc, toutes ces anecdotes sont évidemment sont soutenues par des faits, des preuves historiques. Les auditeurs peuvent se retourner vers moi pour que je partage mes sources. Donc, les deux dernières pistes seraient l'insémination artificielle, qui ferait le lien finalement avec la performance, le dopage, le milieu vétérinaire, etc. Apparemment, il y aura des photos dans le livre qui vont en remuer plus d'un. Comment je comprends pas l'assimilation artificielle. Oui, qu'on les aurait finalement, comme ils étaient dotés d'une génétique absolument exceptionnelle, on les aurait enlevés, on les aurait fait disparaître. Et là, on en vient vraiment à la dernière hypothèse qui sera l'hypothèse phare de ce livre. Et c'est la piste la plus plausible à ce jour, c'est qu'ils ont été enlevés et qu'on continue à enlever des cyclistes parce qu'ils pèsent de lourds soupçons sur l'Union cycliste internationale. Il pourrait qu'ils se livrent à l'élevage de cyclistes. Et okay, je suis content que ça vous fasse rire, mais pour moi, je veux dire, le fait de l'apprendre a quand même été un choc. Et donc, à suivre. C'est tellement énorme que c'est pas drôle. Hein. Voilà, c'est énorme. Je rappelle quand même que ça a acheté des familles dans le désarroi, des équipes dans le... Et donc, voilà. Mais non, il y a un côté, il peut y avoir un côté cocasse, mais donc plus de révélations à venir sur cet élevage qui, je le répète, est à ce jour la piste la plus plausible pour expliquer ces nombreuses disparitions. Eh bien voilà. Merci Pascal pour toutes ces révélations. Vous êtes bien sur Radio Campus et c'est l'émission Les Sockets en Titane, l'émission dédiée au vélo. Et oui, il y a de quoi. On va s'écouter un petit morceau pour se remettre de ses émotions et après on passera à l'interview de Mélo Vélo. À tout de suite. À tout de suite. Bicycle, bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Yes, me on the bike rider. Bike rider. Yes, me on the bike rider. Bike rider. Bike rider, me on the bike rider. Bike rider, me on the bike rider. Me no fear, no police officer. Bike rider, me on the bike rider. Bicycle rider, who are here, who are here, who are here? Exercise me, exercise, energize me, energize. Traffic jam me, improvise, snaking in and out in the rise. I don't need no petrol.
me at the bike rider. Me at the bicycle rider. Me at the midnight rider. Me at the midnight rider. Bike rider, me at the bike 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 rider. Everybody should ride bicycle. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. With my bike, me no feel no traffic jams. Me now where he hate any drums. Me now where he hate any bus. Me now make no fuss. Now I'm dedicated to all the bicycle riders. See them? Bicycle rider, bicycle rider. Et donc on s'écoutait Bike Rider. C'était un morceau évidemment tout trouvé pour une émission dédiée au vélo, puisque vous êtes sur Radio Campus et c'est l'émission Les Sockets en Titane. Oui, l'émission dédiée au vélo. C'est tout nouveau et c'est promis, c'est parti pour de beaux jours, puisque on est vraiment content de parler de ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est le vélo. Sorry. Oui, et on va bien vous en parler et dans tous les sens. Mais voilà, ce morceau de Poupa Jim, produit par Mungo Hi-Fi, méritait vraiment. En plus, c'était un remix Prince Fatty. Voilà, et vous savez bien que ce morceau était celui qu'il fallait. Alors, on passe à la rubrique interview, puisqu'on a une interview par émission. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélo Vélo, qui est bien sûr active sur les réseaux sociaux. Et sûrement vous la connaissez, mais laissez-moi lui donner à elle le plaisir de se présenter. Bonjour à tous. Bonjour Mélodie. Bonjour. Donc voilà, oui, effectivement, je m'appelle Mélodie. Mon surnom sur les réseaux, c'est Mélo Vélo. Et donc, en fait, effectivement, je parle de ma routine en vélo. Donc, j'ai l'habitude de rouler, de faire tous mes déplacements sur Bruxelles en vélo. Et depuis quelques mois, on va dire que j'ai pris du plaisir à rouler avec ma caméra et à partager toutes mes expériences, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pour ça que je rejoins un peu ce que disait Katia tout à l'heure. Hein. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de promouvoir le vélo, mais après de montrer aussi ce qu'on vit en tant que cycliste et qu'on ne vit pas toujours des choses dangereuses. En tout cas, moi, c'est devenu nécessaire pour moi d'avoir mes quelques minutes en vélo tous les jours. C'est devenu nécessaire, comment ça mais en plus, tu es ambassadrice pour Bike Bruxelles. Bike Experience Bruxelles. Ouais. Donc en fait, c'est venu donc avec le temps. Donc comme j'expliquais, ça fait quelques mois que je partage mes expériences sur les réseaux. Et donc Bike Experience Bruxelles m'a contacté pour que je puisse les aider à promouvoir leur événement. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce qu'ils m'ont proposé, c'est qu'en fait, ils proposent des after-work qui se font en 3 étapes. Donc la première étape, c'est une petite partie un peu théorique qui nous permet en tant que non-cyclistes, on les appelle les bikers, d'apprendre en fait le code de la route pour les cyclistes, mais aussi de savoir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire en tant que cycliste, et aussi comment se sentir en sécurité. Et puis après ça, on va faire un petit tour en vélo. Et ce qui est vraiment bien, c'est que si vous n'avez pas de vélo, Bike Experience vous en propose un. Donc vous avez la possibilité d'avoir un vélo. Et donc on fait une balade de plus ou moins 45 minutes, 1 heure. Et durant cette balade, on met en pratique ce qu'on a appris pendant le petit passage théorique. Et on apprend à prendre correctement des ronds-points. On apprend à dépasser, à tourner à gauche, à éviter les rails de tram, parce que ça, c'est aussi bien dangereux. Et après ça, ensuite, on retourne, donc ça se passe au Via Café à Bruxelles, dans le centre-ville. Et ensuite, on retourne au Via Café, et là, on boit un petit verre. Donc, on a un petit verre qui est offert par la maison. Et donc, c'est l'occasion de discuter entre nous de ce qu'on a appris, mais aussi d'échanger nos expériences
de cyclistes et de non-cyclistes aussi, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent... Enfin, moi, je m'en suis rendu compte déjà à travers le fait de partager mes expériences, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, en fait, de rouler en vélo à Bruxelles, mais qui s'en sentent pas toujours capables. Et donc, ce genre d'initiative, je pense que c'est intéressant, parce que ça permet... à tout le monde de vaincre un peu sa peur et de se rendre compte finalement que c'est pas si difficile que ça. Et puis après, il y a le plaisir aussi de rouler en groupe dans les villes de Bruxelles et de prendre un petit peu possession de la voie publique. Et ça, c'est toujours sympa. Mais Bike Experience, avant, c'était seulement un coaching, je pense, mais qui était déjà génial, parce qu'il y avait, c'est ça, hein, il y avait quelqu'un qui venait à ton domicile te prendre tous les matins pendant une semaine pour t'amener au travail. Et ça, ils font toujours. Ils font toujours, voilà, mais ils ont englobé ça dans tout un programme. Une espèce de package, on va dire ça comme ça, mais effectivement, ça existe toujours. Et en fait, les coachs, c'est avec eux qu'on roule. C'est avec eux qu'on roule, et puis après effectivement ils sont disponibles si quelqu'un veut s'inscrire et faire ce qu'on appelle le vélo taf, et en fait le coach étudie un itinéraire sympa, le moins dangereux possible, et donc il vient pendant une semaine pour faire ce trajet avec la personne. Et aussi une fois qu'on a participé au Bike Experience, on a la possibilité d'avoir un vélo à prêter pendant une semaine. Donc le temps de vraiment se décider, voilà, donc c'est assez intéressant comme... Et il faut savoir que n'importe qui peut devenir coach, hein, Bike Experience, à partir du moment où on a suivi la petite formation, tout ça, moi j'ai la chance de l'être. Et du coup, voilà, l'idée c'est de partager l'adresse, le trajet quotidien qu'on fait. Et alors eux, ils font matcher les demandes et les offres entre les coachs, donc c'est monsieur et madame tout le monde, juste qui a suivi la petite formation à Bike Experience, et qui a un peu d'expérience évidemment en vélo quotidien, et la personne qui veut se mettre au vélo, et donc on l'accompagne sur les 3 premiers trajets, effectivement, et les 2 se mettent d'accord. Et je trouve ça vraiment une initiative formidable. Ouais, vraiment bien. Mais toi, Mélodie, tu faisais déjà part sur les réseaux sociaux de tous tes trajets à vélo. C'est comme ça que ça s'est rejoint. Oui, exactement. Mais tu avais déjà en toi cette envie de partager tous ces trajets. Donc c'est quand même que... Enfin, d'où ça vient en fait? C'est ça qui est marrant. D'où ça vient, c'est un peu farouche. Mais en fait, j'ai donc moi, je viens de Louvain-la-Neuve, donc j'ai grandi dans une ville piétonne. Quand on était petit, on était tout le temps à vélo. Et une fois arrivé sur Bruxelles, on découvre les transports, le tram, le métro, on trouve ça un peu génial. Et donc moi, j'étais tout le temps en transport. Je me suis jamais posé la question de me déplacer autrement à Bruxelles qu'en transport. J'ai jamais pensé à la voiture, par contre. Et ensuite, en fait, j'ai fait il y a 3 ans avec des amis Bruxelles sans voiture. On n'avait pas prévu de parcours ni rien, mais donc moi j'ai emprunté un vélo à un ami et voilà, j'ai commencé à rouler, et depuis ce jour, c'était il y a 3 ans, je n'ai pas lâché mon vélo. Quoi, la journée sans voiture, ça marche, hein, ça crée des vocations. Pourtant, c'est pas le jour le plus évident pour rouler à vélo. Non, c'est vrai, mais c'est le pire. C'est le pire, on peut le dire. C'est que c'est pas le jour le plus évident, mais je crois que ça permet de se rendre compte que déjà Bruxelles est tout petit. Ouais. C'est une toute petite ville. Et donc, ça permet de se rendre compte que finalement, se déplacer en vélo, c'est, en tout cas pour certaines personnes, pour certains trajets, un véritable gain de temps. Et donc, moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais vraiment, là, je peux vraiment gagner du temps pour me déplacer. Donc, j'ai commencé à rouler. Et finalement, à l'époque, je travaillais à Oderghem, j'habitais près de Schumann. Et je mettais autant de temps en vélo qu'en transport. Mais je prenais plus de plaisir en transport. Donc, j'ai pas lâché mon vélo. En vélo, pardon. Oui, mais voilà, moi, j'avais compris. Mais t'as raison de reprendre. J'ai rarement entendu quelqu'un qui m'a dit je prends plus de plaisir dans le bus qu'à vélo. Non, mais... Le matin, j'adore la Stib. Merci la Stib. On vous aime, mais voilà, c'est pas l'âme de son plaisir. C'est pas le top, ouais. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à rouler. Et l'envie de partager, c'est parce que j'ai fait un accident avec un taxi à Oderghem. C'était en sortant... Donc le taxi sortait du carrefour. Il m'a pris ma priorité de droite et au moment où il a démarré, voilà, je suis rentré dedans, je suis passé au-dessus. Si je peux me permettre un petit dicton cycliste que j'ai emprunté à Bilouk, qui est un cycliste connu à Paris, qui est très connu sur les réseaux sociaux. Des cyclistes prioritaires, il y en a plein des cimetières. Donc pour les cyclistes, ceux qui débutent à vélo, oubliez votre priorité. Je comprends tout à fait, moi aussi j'ai déjà eu le cas. Hein. Il faut le vivre pour comprendre ce dicton vraiment. Les cyclistes prioritaires, il y en a plein des cimetières. En cas de doute, si on n'est pas sûr, on oublie sa priorité, on s'assied dessus, on n'a pas d'airbag, on n'a pas de carrosserie. Quoi, donc, Ok, non mais c'est sûr. C'est vrai, c'est clair que maintenant c'est tout à fait comme ça que je pense. Avant je ne pensais pas forcément comme ça.
Et tu as été immobilisé, tu as eu des... franchement, j'ai eu de la chance, j'avais un casque. Mon vélo était cassé Mon vélo a été cassé, la roue avant, ouais. Et moi, je suis passé vraiment au-dessus de son pare-brise, mais bon, j'avais un casque. Les gens autour ont réagi en 2 secondes, les gens étaient hyper réactifs. Ouf. Donc les gens sont sortis de leur voiture, ils ont pris mon portefeuille avec ma carte d'identité, ils ont directement... Taxi, il n'est pas parti. Et tout s'est réglé vraiment sans problème, même au niveau des assurances, j'allais au travail, donc de toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, du coup, mon compagnon a commencé un peu à stresser, donc il m'a offert une caméra. C'est comme ça. Ouais, voilà. Et donc après, j'ai commencé à partager, et j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disaient « Ah, ça me donne envie de rouler, c'est marrant ce que tu fais ». Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus posté. C'est vrai que maintenant, je le fais de façon assez quotidienne. Ouais. Et donc, ton Insta, c'est Mélo... Mélo Vélo. Mélo, avec un W, vélo. Et au Facebook aussi, hein, je crois. Pareil. Voilà. Mais donc, c'est super intéressant de chaque fois comprendre et connaître pourquoi les gens se sont mis au vélo et pourquoi ils y restent et même pourquoi ça les prend encore plus de jour en jour. Et je pense que Katia va nous en parler aussi de cette expérience-là très très bien dans quelques minutes. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Comment j'en suis arrivée là En tout cas, merci Mélodie. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, hein, de toute façon. Avec tu sais plaisir. bien, tu es ici chez toi. Hein. Merci. Dès qu'il y a une invitation, je suis preneuse. C'est vraiment un plaisir de parler du vélo, mais pas... voilà, moi, je ne suis pas une grande cycliste. Hein, j'aime rouler juste pour mon plaisir. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une communauté qui se développe sur Bruxelles. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'agréable. On partage des choses ensemble. Et puis, je pense qu'on vit tous des histoires un peu foldingues. Et donc, voilà, promouvoir le vélo, c'est une façon, je pense, de rencontrer des gens et de prendre beaucoup de plaisir sur la route. Merci de nous avoir partagé en plus ton accident, ouais. Mais je pense que c'est important, quoi. Effectivement. Ouais. On devrait avoir une rubrique accident. Franchement. Ah, j'en ai trop bien. On en a tous. Hein. On va le faire. Vous inquiétez pas. Prochaine émission, rubrique accident. Mon pire accident. On invite quelqu'un. Ça va vraiment donner envie aux gens qui font pas de vélo d'enfer. C'est ça le problème. Non. Attends. Il faut pas être. Je veux dire. Pas être naïf, je veux dire, à vélo. Enfin, moi, je suis tombé. Ma dernière, c'était samedi passé. Voilà, comme ça, c'est dit. À cause de ton casque. On peut, ça arrive. Il faut pas. On va se voiler la face. Voilà, hein, donc il faut. Je pense qu'il vaut mieux. Moi, je trouve qu'il vaut mieux le dire comme ça, l'accepter, avoir une discussion franche. Ouais, ça arrive, quoi. C'est plus dangereux de rouler à 20 km/h à vélo qu'en voiture, hein. Même tout seul, même sur la digue à la mer, quoi. Ouais. Ouais. C'est comme ça, mais ça doit pas être. Enfin, c'est un risque acceptable, complètement contrôlable. Mais qui serait minimisable s'il y avait des grandes pistes cyclables partout et qu'on ne croisait pas les voitures. Je me permets juste de rebondir, mais statistiquement, le vélo est quand même le moyen de transport individuel, je ne parle pas de l'avion ou du train, le plus sûr, plus sûr que la voiture. Donc même à 20 km/h, c'est l'environnement qui est dangereux pour le vélo. Le vélo, en soi... À 20 km/h, si t'es seul sur la digue, c'est pas dangereux. On est sur un débat. Là, je pense qu'on est sur quelque chose. Allons-y. Moi, je suis tombé sur mon home trainer, hein, donc je peux vraiment... je peux dire... Ça peut faire des millions de vues. Je peux témoigner, quoi. Non, mais t'as raison, évidemment que t'as raison. Mais je dis, je n'aime pas trop le... Ça arrive, voilà, c'est tout. Les gens qui disent je vais m'y mettre, mais je trouve ça un peu dangereux. Quand j'entends des gens dire mais non, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. Moi, j'ai dit toujours le vélo n'est pas dangereux, c'est l'environnement qui est dangereux. Donc tu fais attention à ton environnement. Ouais. Voilà. Mais les bienfaits du vélo, à mon avis, c'est bien plus important. J'aurais jamais dû dire ça. Tout à coup, je me rends compte. Pourquoi? Non, mais si. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai, comme ça, on voit qu'on est objectif aussi. Mais c'est vrai, tu as raison de le souligner. Le vélo, c'est aussi des moments pas terribles. Bon, on en parlera, hein, c'est sûr. Moi, je dis, il ne faut pas partir trop tard de chez soi. Quand tu pars à l'heure, normalement, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu pars en retard, tu commences à prendre des risques. Et là, ça devient dangereux. Oui, mais ceci dit, à vélo, t'es jamais en retard. Ou alors tu le fais vraiment exprès. Quand tu te réveilles, ça dépend à quel heure tu pars. Moi, il y a des matins, je peux partir un peu trop tard, mais je rattrape le temps perdu. Mais tu te mets en danger. Voilà. Bon. Et Mélodie, quand tu disais par rapport au temps, tu vois, c'est un facteur super convaincant pour les gens qui s'y mettent. C'est un truc qui revient super souvent. Et quand tu dis, on se rend compte que Bruxelles est tout petit quand il y a la journée sans voiture,
c'est vraiment un truc par rapport au temps. Les gens qui roulent jamais, après ils disent je suis allé de la basilique à Louise en 10 minutes. Ils ne reviennent pas. Ils sont époustouflés. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est pas seulement toutes les voitures à l'arrêt. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est pas seulement le temps que ça prend, c'est aussi une manière de t'es de nouveau propriétaire de ton temps. Ouais, ça je veux dire, ton temps, c'est ton temps. Si c'est tes 20 minutes de vélo, ils prendront 20 minutes. Je veux dire, quand tu rentres dans ta bagnole, c'est les autres qui décident de ton temps pour toi, quoi. Et je trouve que ce sentiment de propriété de mon temps, ça pour moi, c'est ce que je mets presque en un. C'est la liberté. Dans le temps et puis liberté aussi de l'itinéraire, tu vois. Tu vas pas regarder s'il y a des embouteillages ou quoi, tu vas juste y aller, te dire aujourd'hui je vais aller là, j'y vais direct et ça me prend 15 minutes et ça me prendra pas 20 minutes, quoi. Et liberté totale aussi avec l'autonomie que te procure un tel mode de déplacement, parce que c'est au niveau technique, il n'y a rien de hyper technique. Je parle des vélos en tout cas pas électriques, les vélos musculaires, on va dire. C'est 2 roues, c'est des pédales. Donc t'as pas de panne à vélo, au pire tu vas crever, mais c'est quand même relativement rare. Mais sinon tu peux pas avoir de panne. Donc effectivement c'est liberté à ce niveau-là aussi, quoi. C'est l'engin hyper fiable. Avec des bons pneus, il y a moyen de ne pas crever. Hein. Enfin, ça sera le sujet d'une rubrique. Mais je pense qu'avec des bons pneus, sans vouloir citer de marque, mais on y viendra une prochaine fois, mais il y a moyen de quasi pas crever. Je sens qu'on va avoir des débats le jour où on va parler des pneus, parce que je commence à... Je me suis pas mal intéressée ces derniers temps. Bon, ça va être dur d'en parler sans citer des marques, quand même, ça va être chaud. Mais bon, c'est pas le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Katia ? Oui, comment je suis devenue accro au vélo. Je vais vous raconter donc pour cette toute première chronique comment je suis passée de la voiture au vélo. Et oui, c'était la voiture. Ou comment je suis devenue véloteuse. Oui, j'invente des mots. Je préfère le terme véloteur ou véloteuse au terme cycliste. En effet, je ne prétends pas m'entraîner pour le Tour de France ou le Tour d'Italie, le Giro comme on disait tout à l'heure. Je me contente de me déplacer à vélo par utilité. Bon, par plaisir aussi, c'est vrai, mais je ne pratique pas le vélo sportif. Enfin, quoique, à Bruxelles, dans certains cas, c'est vrai que ça peut arriver. Bref, je divague. Revenons à nos opinions. Je suis très fière. Mais elle est super. Pardon, je trouvais ça bête en l'écrivant et ça me fait marrer maintenant que je le lis, mais bon, voilà. J'adore. Revenons donc à nos opinions. Je vais vous conter l'histoire de ma mutation. Cela fait maintenant 5 ans que je me considère comme véloteuse. Il m'aura fallu encore 3 ans de réflexion après m'être mise au vélo à Bruxelles avant de faire le pas, de sauter dans le vide, bref, avant de vendre ma voiture. 3 ans de réflexion, 3 ans de doute, 3 ans à changer d'avis d'un jour à l'autre. Il m'aura fallu 3 années de réflexion avant de vendre ma Twingo. Oh merde, pardon, on peut pas citer de marque. Si, c'est bon. Pas les pneus. Désolée. Pas les pneus. La marque de bagnole, on peut y aller. C'est juste pas les pneus. Allez, on s'en fout. C'est une Renault, ça, non? Oh, il me semble, oui. Merci Pascal. Mais j'ai finalement dit adieu à Titine en juin 2017. Et depuis juin 2017, je me sens libérée. Voilà, exactement. À chaque fois que je dis ce mot, j'y pense aussi. Et c'est d'ailleurs le jour où je l'ai vendu, j'ai fait un tweet et avec exactement le gif de cette chanson-là, libérée, délivrée. Et voilà. Tu le fais bien. Je ne ferai pas carrière dans la chanson. Petit flashback donc pour vous aider à mieux comprendre comment j'en suis arrivée là. J'ai grandi à la campagne, dans un village de Flandre. Qui dit Flandre dit vélo. J'ai donc grandi sur un vélo tout naturellement. Seulement voilà, à la campagne, même en Flandre, on grandit aussi dans la culture de la voiture. Chez nous, on ne vivait pas sans voiture. On ne se posait même pas la question. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé le permis. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis offert ma première voiture, une Fiat Panda, rouge, vieille. D'autres voitures ont suivi. Que vous pouvez voir sur le blog de la Nomade Sédentaire, la super Fiat Panda rouge. Exactement. Enfin, il y a d'autres choses, je vous rassure. Pardon, ouais. Je t'ai coupé. Effectivement. J'ai toujours une voiture, toujours, même comme je me suis finalement installée à Bruxelles. Ceux qui me connaissent le savent. Il n'y a pas si longtemps, je dis pas si longtemps, il y a quand même quelques années, je vous rassure. J'ai pris conscience de certaines choses depuis, et notamment grâce au vélo. Donc il n'y a pas si longtemps, je faisais partie de ceux qui prennent la voiture pour aller au supermarché du coin. Oh, Berkel. Je te jure que c'est vrai. Non, que je doive me ramener de grosses courses. Non, même pas. J'avais même pas cette excuse. Non, par réflexe. Pourquoi marcher ? Jamais je n'aurais envisagé de me passer d'une automobile. Jamais. Jusqu'à ce jour béni où j'ai eu une révélation. Nous sommes en novembre 2014. J'étais pourtant partie tôt ce matin-là.
De fait, je partais de plus en plus tôt pour éviter les embouteillages. Sauf que je n'étais manifestement pas la seule à avoir eu cette idée. Bientôt, je devrais prendre la route à 4h du matin. J'irai me coucher à 19h30 pour être en forme le lendemain. Le rêve, bref. Ce matin-là, alors que j'étais déjà en route depuis une bonne vingtaine de minutes, j'avais parcouru royalement 900 mètres. 900 mètres, ça fait une moyenne de 3 km/h, même pas. J'aurais été plus vite à pied. Mais je vous jure que c'est vrai, hein. Je me souviens de ce jour. Il pleuvait, mais je ne savais pas encore que ma peau était étanche, je suppose. Je me souviens de ce matin pluvieux, gris, déprimant à souhait. Si je n'avais pas été en voiture, je crois que je me serais pendue. Coincée, seule dans ma voiture, au milieu de dizaines d'autres voitures. Si nombreux et si seuls. Noyée dans mon désespoir, j'observais avec envie les véloteurs qui me dépassaient allègrement. Et là, soudain, l'illumination. Mais qu'est-ce que je fous là, moi qui ai grandi sur un vélo ? Le lendemain, je prenais un abonnement à Vilo. Vous savez, ces vélos jaunes. Je vous rappelle que nous sommes en 2014. À l'époque, on n'a pas le choix. Les vélos rouges pétants et les trottinettes n'avaient pas encore envahi les rues de Bruxelles. Très vite, j'ai eu comme une révélation sur mon beau vélo jaune. Fini les embouteillages. L'heure de pointe devenait soudain une notion abstraite. Je redécouvrais le sens du mot « liberté ». Plus besoin de me lever à l'aube pour arriver à l'heure au travail. Je savais exactement, en partant, à quelle heure j'arriverais à destination. Bon, les premiers jours, j'ai souffert. Physiquement, je veux dire. Mais vraiment souffert. Mes cuisses surtout. Et le souffle. Plus d'une fois, j'ai bien cru que j'allais y rester. Mais j'ai tenu bon. Et chaque jour, le trajet devenait un petit peu plus facile. Et petit à petit, j'ai même commencé à prendre du plaisir en pédalant. Un peu plus tard encore, le plaisir était toujours là, même sous la pluie. J'étais foutue. J'étais devenue accro au vélo. Parce que je ne le savais pas encore, mais véloter rend heureux. Un jour, quelques mois plus tard, tandis que je rentre du travail, en pédalant gaiement sur mon vélo, je jette, comme chaque jour, un œil distrait à ma voiture en passant devant. Juste pour vérifier qu'elle va bien, que personne ne l'a abîmée, tout ça. Ce jour-là, c'est le drame. Ma voiture est détruite. Sinistre total. Ma fidèle Titine n'était plus. La faute à un chauffard passé par là un peu plus tôt. Si vous avez suivi, vous aurez donc compris que j'étais alors devenue complètement accro au vélo. Eh bien, vous savez quoi ? Je n'ai même pas réfléchi. Et je suis allée m'acheter une nouvelle voiture. Incroyable, hein ? C'est incroyable ce truc. Si, je vous jure. Je n'ai même pas envisagé de m'en passer. L'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Rappelez-vous, chez moi, on ne vivait pas sans voiture. C'était il y a 4 ans. C'est là aussi que j'ai décidé de m'acheter, en plus d'une nouvelle voiture, mon premier vélo bruxellois. Bye bye vélo. Ha, 1 an de vélo quand même. Hein. Je suis, avec le recul, je me dis, mais je peux être fière de moi. T'as fait 1 an de vélo, plus rien ne peut t'arrêter dans la vie. C'est la base de l'entraînement. Ouais. C'est leur fondation. Exactement. C'est vrai que je suis passée par les vélos aussi et c'est du travail. Hein. À fond. Ça fait travailler les jambes. Tu sens que tu portes le vélo avec. Quoi. Exactement. C'est incroyable. Maintenant que voilà, j'en suis sortie, occasionnellement, je reprends le vélo. Je suis là, comment j'ai fait quoi. Ouais. Donc, il m'aura encore fallu 2 ans après l'achat de ma nouvelle Titine pour me rendre compte, ou plutôt pour enfin admettre que Titine ne me serait plus d'aucune utilité. J'étais à présent totalement autonome avec mon vélo à moi. J'avais en effet compris que même si je devais sortir de Bruxelles pour aller voir mes proches, par exemple, qui habitent toujours en Flandre, je pouvais prendre le train. Je ne savais pas encore que je pourrais le faire à vélo, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Je pouvais aussi louer une combio, si vraiment j'avais besoin d'une voiture, ce qui n'est pas encore arrivé en fait. Quant à mes déplacements dans Bruxelles, si vraiment quelque chose m'empêchait de véloter, je pourrais toujours prendre un taxi. Avec tout l'argent économisé depuis la vente de Titine, je peux en payer pas mal de taxis. Forte de toutes ces réflexions, j'étais enfin prête à faire le grand saut. Nous sommes en juin 2017 et ça y est, je suis enfin prête à me débarrasser de Titine. Qu'est-ce qui ne me manque pas depuis que j'ai vendu ma voiture ? J'ai une petite liste. Être coincée dans les fils, seule, dans ma voiture, derrière une autre voiture qui m'envoie ses gaz d'échappement direct dans le nez. Tourner 35 minutes en arrivant chez moi pour trouver une place de parking. Payer mon assurance, payer ma taxe auto, payer l'entretien de Titine, payer les réparations de Titine, payer l'essence de Titine, aller vérifier si personne n'a abîmé Titine depuis la dernière fois où je l'ai prise. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour vous dire qu'il m'aura fallu 3 ans. 3 ans de cheminement, 3 ans à pédaler sur plein de vélos différents, pour me rendre compte que oui, je pouvais me passer d'une voiture. J'ai la chance d'habiter Bruxelles, d'avoir une station Cambio à 50 mètres de chez moi. J'ai la chance d'avoir des arrêts de bus partout. Une station de métro à quelques centaines de mètres, des taxis en veux-tu en voilà. Bref,
Tous ces arguments que je me suis répété inlassablement dans ma tête à l'époque pour me convaincre que ce n'est pas parce que j'abandonnais Titine que j'allais vivre recluse jusqu'à la fin de mes jours. Autant de filets de sauvetage pour, sait-on jamais, si vraiment je ne peux pas me rendre à ma destination à vélo. J'ai arrêté la voiture il y a 5 ans comme j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans. Oui, n'ayons pas peur des mots, la voiture est une drogue. Vendre ma voiture au profit du vélo aura sans doute été la meilleure décision de ma vie. Je ne le savais pas à l'époque, mais le vélo rend bel et bien heureux. Sa pratique dégage tellement d'endorphines que tu finis par ne plus pouvoir t'en passer. Chaque déplacement est un moment de joie, oui, même à Bruxelles. Je vélote comme d'autres méditent. Chaque coup de pédale allège un peu plus mon esprit. Aujourd'hui, je rallonge mes trajets dès que je peux, juste pour passer un peu plus de temps sur mon biclou, avant d'aller au bureau ou en sortant du travail, juste pour profiter un peu plus de ce sas de décompression. Et dès que le week-end arrive, je pars faire de grandes balades sur ma bicyclette. Je redécouvre la ville, mais aussi le pays et même d'autres pays. Je quitte Bruxelles dès que je peux pour me ressourcer, pour respirer, pour écouter les oiseaux, pour caresser les vaches et les chevaux, pour rouler vite sur les chemins de terre, pour sentir le vent dans ma bouche et mes cheveux, et pour revenir ensuite, les poumons rechargés d'air pur et la tête vidée, dans cette ville que j'aime tant. Mon vélo, c'est ma clé des champs. Mon vélo, c'est 12 kilos d'acier qui suffisent à m'emmener où je veux, quand je veux. Mon vélo, c'est ma vraie liberté. Quand je me suis remise au vélo il y a 5 ans, j'ai été très fière quand j'ai fait mon premier 10 km. Cet été, j'ai passé le cap des 125 km sur une journée. Et demain, mes cuisses seront encore plus musclées, mon souffle encore meilleur, mes escapades encore plus joyeuses, et mon plaisir en écoutant les oiseaux me saluer sur mon passage le matin, toujours aussi intense. Oh non, mais on y est là. Moi, je suis à tes côtés en train de pédaler. Là. Je peux pas te laisser pédaler toute seule. Excuse-moi. Eh bien, merci Katia. On retrouve ça sur ton blog, hein, je crois. Oui. Tu as cet article-là particulièrement. Il est inspiré d'un article. Oui, comment je suis devenue vélo-taffeuse. C'est pas exactement le même texte, voilà, celui-ci, je l'ai écrit spécialement pour toi, Clément. Merci, Dior. Lanomadesédentaire.be, donc, voilà. Ou sur Twitter, les réseaux, Insta et même Facebook, voilà. Voilà, partout. Bon, il nous reste une demi-heure d'émission. Je me disais qu'on s'écouterait peut-être une petite chanson, là, histoire, quand même un peu... petite pause musicale, ça fait toujours plaisir. Et après ça, on retrouvera les résultats de la Bruxelles City Crit avec une très très courte interview du gagnant de la poule B. Et puis il y aura encore Bike to School. Bike to School, hein, on vous en a pas parlé, mais c'est 2 malades qui viennent de partir à vélo pour faire le tour du monde. Et donc, on vous en parle dans quelques minutes. Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the steez though. And now I'm here, can't entertain no bummy niggas. Need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage steady blowing weed smoke. I'm a woman who could teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Told myself I rate my niggas up but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't phase, doesn't bother me, honestly. I can't sleep at night. I don't wanna fight. My best friend is I'm so selfish. Guess I'm in denial. Baby, I'm doing you right. Heard it all my life. I'm so selfish. I'm so selfish.
love and hate can never be friends. Don't rush everything in this divine time. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new when I know the cause. Wait, call it what you like. Till now I'd never been the selfish type. Till now I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still if your life is amazing when you get to fear. Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go. I can't sleep at night. I don't wanna fight. My best friend is I'm so selfish. Guess I'm in denial. Baby, I'm on your right. Heard it all my life. I'm so selfish. I'm so selfish. I'm so selfish, 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 selfish. On s'écoutait Little Sims, ce qui était à l'ancienne Belgique il n'y a pas très longtemps, et le morceau Selfish avec Cléo Sol. Vous êtes sur Radio Campus 92.1 FM et c'est l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Un jour on vous expliquera c'est quoi les sockets en titane. Ouais, peut-être maintenant, quoi. Non, on n'a pas le temps, il nous reste une petite demi-heure pour vous parler encore plein de choses. Mais les sockets en titane, c'est une expression de cycliste, évidemment. Vous pouvez pas... Ça veut dire pédaler vite, avoir vraiment la forme et pédaler à fond, quoi. Donc, je voulais vous parler d'une course qui a eu lieu, enfin plutôt d'une, non pas d'une, surtout pas d'une, c'est un critérium, attention, mais on utilise tellement peu le terme critérium tous les jours qu'en fait on a tendance à confondre, mais non, c'est un critérium. Et il y en a eu un au Stade Roi-Baudouin, organisé par Kring Bruxelles, et ça se passait le 15 septembre. C'était méchant, il faut savoir qu'un critérium, c'est une course sur un circuit, donc ils tournent en rond et ils font ça avec des vélos à pignon fixe, des vélos de piste, sans vitesse et sans frein, et ils vont très vite. Et en gros, les gars, ils enchaînent 35 tours de plus d'1,5 km, je crois. Et c'est juste impressionnant. Ils se rendent jamais dedans? Si, ils glissent. Il y a des chutes, bien sûr. Mais bon, c'est vraiment un truc qui n'est pas très connu, en fait, à Bruxelles. C'est plus connu en Flandre et surtout en Hollande. En Hollande, il y en a pas mal, des critériums. Et notamment en Allemagne aussi, où la plus connue et la plus punk, la plus déjantée est la Rad Race, qui a lieu à Berlin, je pense, en janvier ou février. On en reparlera. Et donc, un critérium, comme je vous disais, c'est sur un circuit. Donc, ça tourne en rond. Et juste pour vous dire, parce qu'on est quand même un peu pressé par le temps aujourd'hui, que c'est pas mal de Belges qui ont gagné. Cool. Alors, il y avait des gens de toute l'Europe, il y avait des Français, des Allemands, des Hollandais, il y avait même un Italien, puisque l'Italien Mauro Santambrogio, excusez-moi pour le truc, Brogio, ok, bon, est arrivé numéro 3 de la poule A, Tim Cereza numéro 2, un Français, et le premier de la poule B, j'arrive plus, de la poule A, pardon, donc la meilleure, c'est Robin Stenoit, un Belge. Cool. Et alors en poule B, eh bien, on a eu en 3e place Corentin Roux de Bézieux qui roule pour Comcom. Donc on a eu Pascal Comcom qui a une équipe aussi, qui est le coach d'une équipe, comme ça vous saurez tout. Et donc ils ont quand même eu et la 3e place pour Corentin et attention, avant il y a eu la 2e place avec Nathan Castellin, un Belge aussi, et la 1re place a été remportée par Cédric Skeers, donc qui roule aussi pour l'équipe Comcom LRBX Trop Bike fort, Project. les Belges. Pas mal les Belges. Trop fort Comcom. Mais oui, et alors il y a des femmes aussi, il faut savoir quand même que dans ces courses c'est mixte, et donc Katia elles sont a gagné la poule A. ouais, En fait. sans les mains. J'étais pas au courant.
Mais non, c'est deux Hollandaises. Alors, c'est pas très surprenant quand on sait l'engouement qu'il y a pour les critériums. C'est dommage que en ce soit Hollande. séparé encore. Non, c'est pas séparé, mais elles ont eu droit à un podium à part. Pourquoi Bah, parce que comme ça, c'était une manière de. Elles étaient quantième. bah, Elles sont je- arrivées quantième. Mais j'ai pas les temps. Mais en tout cas, si tu veux, il y en a eu une qui était meilleure que l'autre. Mais comme il n'y en avait que deux dans le groupe, elles ont été toutes les deux récompensées. Voilà, bon. Mais c'était déjà pas mal qu'elles soient là, moi, je trouve. C'est vrai. Non Du coup, si on y va, on sera 3 et 4e. Bah oui. Il y aura une de nous deux sur le podium. C'est pas mal, hein? Exactement. Non, mais d'office, tu vas gagner un prix, quoi, en gros. C'est ça qu'il faut se dire. En plus, la remise des prix, c'était dans le Stade Roi-Baudouin. C'était rigolo, quand ça, même. c'est pas mal. Ça. C'était pas mal, franchement, on se croyait vraiment pour un champion d'athlétisme. Mm, mm. Et bah oui, et donc c'était, comme je vous le disais, organisé par Kring. Et on a une petite interview donc de Cédric Skers qui roulait pour LRBX Comcom. À la Bruxelles City Crit. C'est ça, Et tu t'appelles Cédric Skiers, et tu roules pour. Comcom. Et tu viens de tout niquer, premier donc. Ouais, je gagne la course, un bon travail d'équipe quand même. On était deux avec Corentin qui finit du 3e. Et voilà, super course. On est parti tout devant au début pour montrer qu'on était un peu présent dans la course. Puis on a été bien se placer pendant toute la course 3 et 4e pour se faire tirer un peu. On n'a pas été prendre trop de relais devant pour rester bien dans les roues. Et puis ensuite, à 2 tours de la fin, on s'est dit que c'était le moment. Et donc on est parti à 2 et voilà, on fait premier et 3e de la course. Beau, ça. Et en plus, il y a un autre Comcom qui va rouler maintenant. C'est ça, il y a Ferdinand, un petit jeune de 17 ans qui est arrivé dans les courses en pignon fixe il y a maintenant presque 1 an et qui directement a fait un podium en B, donc la course que nous on a faite maintenant, et est vite passé avec les pros, donc là il va rouler dans la course suivante avec les pros. Bon, mais toi, t'es quand même content de ton boulot aujourd'hui, là. Ouais, je suis trop heureux, puis toute la famille était là, tous les copains étaient là, donc c'était cool. Alors on enchaîne avec la rubrique mécanique entretien. On a l'intention de vous amener en studio à chaque émission un mécanicien vélo d'un des magasins. Nombreux sont-ils, hein, il y en a quand même de plus en plus, c'est chouette des magasins vélo. Et donc plutôt que de nous parler, nous qui ne sommes pas des mécanos hors pair, Qu'est-ce que t'en sais bah, ouais, c'est vrai, en fait, j'en sais rien. Non, j'avoue. Excuse-moi. Non, Non, t'as non, mais raison, tu mais devines t'as bien, raison. en fait. Non, Ouais. mais c'est vrai, j'en sais rien, ça se trouve. Il parlait pour moi, je crois. Mais non, j'en sais rien non plus, j'ai aucun préjugé. Mais non, mais. Ils se sont mais- attaqués. Mais non, mais voilà, mais moi, l'idée c'était de dire qu'il y a des spécialistes qui vont venir pour vous parler de ce qu'il faut faire gaffe sur votre vélo. Et aujourd'hui, peut-être en toucher déjà juste un petit mot, quoi. Vous avez déjà eu plein de problèmes avec votre vélo, à commencer par la crevaison. Ouais. Hein, mais après, il y a plein d'autres trucs qui déconnent sur un vélo souvent. Si un vélo ça freine pas, c'est pas top. Hein. C'est quand C'est même assez dangereux. c'est un peu dangereux. Quand un vélo change mal de vitesse ou fait du bruit, il n'y a rien de plus énervant. Ouais, hein. surtout quand t'es en montée, là, tu vois. Ah. T'essayes de changer. Et que les vitesses passent pas. Ouais, les vitesses passent ou- pas, ou que c'est ça- fini. Ouais. Ouais, Ou et- bien ça claque et donc t'es dans ton changement et ça claque et donc tu pédales dans le vide, quoi, tu vois. Ça, c'est bien dangereux aussi. Hein. Ou tu, Quand tu dérailles. ou tu Ouais. te coinces, tu dérailles, c'est horrible. Ouais. Et des fois, en fait, il faut pas grand-chose. Il faut pas avoir fait vraiment des études Une thèse d'ingénieur, en- quoi. Ouais, tu vois, pour Une Non, thèse en mécanique quantique du vélo. non, c'est ça. Il faut, en fait, des fois, regarde ta chaîne, tu vois, la transmission, on appelle ça. Donc, la transmission, c'est chaîne, plateau et pignon. Donc, c'est les roues dentées qui entraînent ta chaîne, en gros. Si elle est dégueu, qu'il y a un amas de cambouis dessus et que clairement, ça a l'air vraiment dégueu, dis-toi qu'en enlevant le dégueu, Ouais. ça risque Une d'aller chaîne, mieux, ça déjà. s'entretient. Ça s'entretient et ça sert à rien de faire comme ma maman à moi qui chaque fois qu'elle retourne dans sa maison de vacances, elle rajoute un peu d'huile comme si c'était une friteuse. Non, mais elle rajoute un peu d'huile même s'il en manque pas et donc un jour j'ai découvert une chaîne qui n'en était plus une puisque on la voyait plus la chaîne sous l'amas de cambouis dégueulasse qu'elle avait créé ma maman chérie que j'adore. Précisons. Bien sûr, parce que si elle écoute, je suis... Donc, vous savez que pour nettoyer une chaîne, d'abord un chiffon sec pour enlever vraiment le gros du gros si il faut, parce qu'il est dégueu. Si c'est la chaîne de la maman. de Voilà, Clément, par voilà, exemple. merci, c'est ça. Donc là, un chiffon sec pour enlever le maximum. Puis, de l'eau savonneuse
pour essayer de dégraisser ce que tu peux dégraisser avec Ou un ça. bête dégraissant, peut-être, non? Oui, alors après tu montes en puissance, quoi. Donc après le dégraissant, effectivement, même à l'époque, moi je faisais ça avec du WD-40, mais c'est un peu cher, quoi, de dégraisser sa chaîne au WD-40. Mais ça te nettoie bien. Hein. Ouais. Si tu mets la bouteille entière du WD, ta chaîne après, elle brille, elle brille. Faut hein. bien ça pour la chaîne de maman, non? Oui, non, mais là c'est plus que ça qu'il fallait même, je dirais. Mais en tout cas, si une chaîne qui brille, ça vous dit peut-être rien à vous. Ah, si, si. Quoique, si vous avez une chaîne en or autour du cou, peut-être vous pourrez faire la comparaison plus Non, facilement. non, mais même j'en la sais chaîne de rien. mon vélo, j'aime Si, quand si. elle brille. Hein, Ah ouais, hein. Oui, oui. Mais il faut, du coup, tu dois nettoyer aussi le plateau et les pignons, parce que sinon ta chaîne elle va pas rester propre longtemps. En effet. Mais alors, quand tu mouilles à l'eau savonneuse, il faut enlever après l'eau, il faut l'essuyer parce que ça rouille. Qui dit eau dit rouille en général, donc il suffit pas de mettre de l'eau et puis au revoir et merci. Non, une fois que c'est bien sec, qu'il n'y a plus d'eau, là il y a plusieurs théories. On en reparlera sûrement plus en détail avec des spécialistes comme je vous disais, mais il faut mettre une bonne huile. Et le tout est de n'en mettre ni trop peu aussi. Et une bonne huile, c'est quoi? C'est une huile pour vélo. Tu nous conseilles les sprays ou plutôt les huiles Mais- liquides? Non, ça, tout dépend l'huile que c'est. Peu importe, à la limite, je dirais qu'elles sont. Mais moi, je dirais pas en spray. Non, hein. non, je dirais plaisante pas. une pipette Ouais. pour pouvoir l'appliquer. À Alors, l'ancienne. oui, Ouais. alors il y a plein de tutos YouTube qui montrent ça, je pense. Donc on le fera sûrement moins bien que eux qui ont des images pour bien nous montrer. Mais clairement, acheter une huile. D'ailleurs, il y a des huiles pour l'hiver, il y en a des pour l'été. Tournesol, Non, une olive. huile, justement. Argan. Non, ça c'est pas, non, ça va pas. Ni une huile pour machine à coudre, quoi. Acheter une huile pour vélo. Pardon. Merde. Non, pardon, c'est moi. Pourquoi je parle de machine à coudre? Parce que c'est une huile spéciale Huile qui se de vend au coude. Deleuze. Oui, Huile ça de aussi. coudre. C'est pour ça que tu parles de machine à coudre. Mais oui. Mais non, mais donc l'huile N'importe d'argan, quoi. j'ai jamais essayé, j'avoue. L'huile Moi non plus. L'huile d'olive On peut non en plus. faire notre prochaine rubrique si on veut. Mais Je fais surtout, un J'ai test pendant testé. une semaine. J'ai roulé à l'huile d'argan. Mais oui. et j'ai une nouvelle jeunesse. Ah ouais, non, c'est la cosmétique du vélo. Peut-être Ah c'est un ouais. créneau à prendre, quoi. Ouais, Aux huiles essentielles et tout. fait la rubrique beauté. Beauté du vélo, exactement. Ouais, la beauté du vélo. Mais oui, vous savez bien que notre émission, elle se veut vraiment diversifiée, hein, et qu'on a envie de tout vous dire sur le vélo. Y que compris ce les soit- carabistouilles. Oui, ouais. Y compris des carabistouilles, tout à fait. Mais donc, une bonne huile, et puis voilà, quoi. Donc, si on enchaînait maintenant avec la rubrique de Bike to School. Bike to School, donc, c'est un couple... C'est des malades. C'est des malades. Un couple de Bruxellois qui est parti, ils sont partis faire le tour du monde à vélo. Ils se Et donnent pour 2 une ans. bonne hein. cause en plus. Tu les connais, toi. Ouais. hein, J'ai mais le- étudié avec Alex à l'ULB justement. On a Ouais. étudié ensemble. Ouais. Oui, c'était... Alors, on a fait un master en sciences d'éducation ensemble. Voilà. Voilà. Et il l'explique d'ailleurs dans l'interview qui va suivre. Donc, Bike to School, comme le dit bien le nom, c'est pour supporter un projet éducatif. Ils vont répertorier aussi tout au long de leur voyage les jeux Les éducatifs jeux, qu'ils vont exact. trouver de par le monde. Et là, il faut savoir qu'ils sont en Espagne. Ouais, ils sont en Espagne. Ils sont en Espagne. Ils sont à Valence, bien, je pense. hein. Ouais, Ils sont bien. Franchement, il n'y a pas à les plaindre. Ouais, hein. à part qu'ils j'a- se sont fait j'avais- éjecter par la police, là, je sais pas si t'as vu. Ah non Ah Ah oui, ouais. sur la plage, quand Sur ils la ont dormi plage, en camping exactement, sauvage. Oui, tout à fait. Non, donc on va en fait vous tenir au courant de leur Yes. comment on appelle ça, de leur expédition, et on essaiera aussi d'être en direct, de les avoir en direct à l'antenne et qui nous racontent eux-mêmes où Ah, ils ça en serait sont. cool, ouais. Ah oui, l'idée c'est vraiment de les suivre pendant ces 2 années. Avec plaisir. Et c'est cool. je pense que ça va, hein, les gars, ils enchaînent bien les kilomètres. Je viens de les trouver sur Instagram, ils sont sur Instagram. Bike Tout à Bike fait. to School avec un 2 pour tout. Bike Ouais, ouais. to School. Et ils ont été même soutenus par Decathlon Nivelles qui leur a filé des vélos, des prototypes, enfin des nouveaux vélos qui vont sortir Ouais. et ils sont censés les tester. Donc c'est pas pour faire de la pub pour les vélos, c'est juste un retour produit technique, quoi. C'est super intéressant, mais je pense qu'il vaut mieux qu'ils nous expliquent ça d'eux-mêmes, même. puisque j'ai eu l'honneur de les interviewer juste avant leur départ. On se retrouve juste après ça. Bonjour Alex et Lucie. Alex Gibon et Lucie Bonjour. Hubunon. C'est ça.
qui donc, bonjour, sont Bonjour. ici dans les studios de Radio Campus pour nous parler d'un projet un peu dingue mais tout à fait magnifique qui va commencer dans quelques jours puisque vous partez faire le tour du monde à vélo pour soutenir un projet éducatif. Mais vous allez nous en parler. Ce projet, c'est Bike to School. C'est ça. Alors, vous êtes déjà dans l'enseignement. Lucie, toi, tu es logopède. Et toi, Alex, tu es enseignant dans le secondaire. C'est ça, ouais. Tu as fait un master aussi. Ouais, ici à l'ULB, ouais. En quoi? En sciences de l'éducation. En sciences de l'éducation. Et toi, tu es logopède. Tu exerces en tant que logopède dans des écoles. Oui, Lucie. et je viens aussi de terminer l'agrégation aussi ici à l'ULB. Voilà. Bah, donc, vous connaissez bien en fait le terrain, quoi. Donc, bienvenue sur Radio Campus. Merci. Et merci d'être venu nous expliquer ce beau projet qui va quand même durer 2 années. Ouais. Ouais. Et dans lequel vous allez pédaler. Vous êtes soutenu par une communauté de cyclistes, mais aussi par Decathlon, j'ai vu Nivelles, Ouais. et par Wikitree. Wikitree, c'est ça, ouais. Une boîte de consultance ici à Bruxelles. D'accord. Ouais. Et votre voyage n'est pas gratuit, hein. Clairement, ça a un coût de partir faire le tour du monde. Et vous avez les fonds, j'imagine, pour partir, mais vous allez encore en récolter pour ce beau projet Bike to School que vous allez nous expliquer dans quelques secondes. Donc, d'où vient cette idée de partir finalement faire comme ça à l'aventure, faire le tour du monde? Eh bien, pour ma part, ça a commencé en 2013. J'ai mon meilleur ami qui m'a dit « Hey mec, ça te dirait qu'on aille faire un tour de Belgique pendant 2-3 semaines avec un vélo et on met nos sacoches, etc. » Et moi, je connaissais pas du tout le bikepacking. Et j'ai dit « Ok, chaud, on part. » Et en fait, tous les deux, on a vraiment adoré ça. Et donc, pendant ces vacances-là, en 2013, on s'était même déjà défini la destination de 2014. Quoi. Et donc en 2014, on est parti à Lisbonne à vélo. Et puis voilà, 2015, j'ai refait un voyage à vélo, 2016, 2017. De Bruxelles à Lisbonne? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis après, ça c'était le plus long. Ça a été plus de 3000 km, 3150 km. Et puis il y a eu d'autres trekking. Et bon, à un moment, je me suis dit, bon, j'aimerais vraiment... Enfin, c'est vraiment le côté aventure que j'aime bien, la rencontre avec les humains. Et je connaissais des personnes qui avaient déjà fait des très très grands tours. Donc, quand je dis grand tour, c'est genre de Singapour jusqu'à Bruxelles. Donc, je me suis dit, ah ouais, ça, ce serait vraiment cool, mais encore plus, le tour du monde. Et heureusement, j'ai rencontré Lucie, qui pédale aussi. Voilà. Lucie pédale aussi, donc. Voilà. Moi, ça a commencé en 2012. En fait, j'ai participé à une émission radio et il y a eu plusieurs étapes et puis j'ai remporté la sélection et donc je suis partie au Burundi faire le tour du Burundi à vélo. C'est grand comme la Belgique à peu de choses près. Donc on l'a fait assez vite, hein. C'était du 3 au 11 octobre, donc ça s'est fait assez vite. Mais par contre, j'ai pas vraiment d'expérience de bikepacking parce que là on était à vide, quoi. On avait des pick-up avec les bagages dans le pick-up. Donc là ça fait pas longtemps que je roule avec des sacoches bien chargées, donc c'est un peu plus nouveau pour moi que pour Alex. C'est un peu plus l'aventure. Vous avez déjà fait un peu d'entraînement avant de faire le tour du monde quand même. Vous avez fait quelques grosses balades ensemble. C'est ça, ouais. On est parti en avril, on a fait quelques jours. Et puis là, on est reparti au nord de la France lors des canicules, là, il y a quelques jours. Bon, c'était 2 fois 200 km environ, c'est ça? Voilà, on n'était pas chargé comme on le sera. Oui, c'est ça. Enfin, on va être vraiment super chargé. Je crois qu'on nous demande souvent, vous allez peser combien, etc. Je pense que vélo et bagages compris, ça va faire quelque chose dans les alentours de 45 kilos, un truc comme ça. Peut-être 50, mais on sera clairement jamais aussi chargé qu'on ne l'a déjà été à d'autres voyages à vélo, quoi. Ça, c'est certain. Et avant de parler de tout cet équipement qu'il faut pour faire le tour du monde, si on parlait de l'essence même du projet qui rejoint un projet qui existe, que tu avais déjà créé, le projet d'une ASBL de soutien au Burkina Faso, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est une ASBL que j'ai co-créée. Qui s'appelle Betsalel. Betsalel. Qui en fait est le nom de l'école secondaire à Léo au Burkina Faso et de l'école primaire, donc l'école primaire et secondaire qui s'appelle Betsalel à Léo au Burkina Faso. Et l'ASBL vient en aide en fait à ces écoles. Et donc voilà,
on va pas seulement rouler à vélo, mais on va essayer de se faire parrainer pendant notre voyage à vélo. Et on aimerait bien récolter, on aimerait jusqu'à 20 000 euros. Et donc voilà, au fur et à mesure de notre voyage, on va faire appel aux particuliers pour faire des petits dons de 1, 2, 5, 10 euros. Et donc on aimerait arriver comme ça jusqu'à une somme assez conséquente pour parrainer l'ASBL, quoi. Ouais, l'idée en fait c'est de récolter de l'argent pour soutenir les projets de cette ASBL. Ouais. En fait, cette ASBL maintenant, donc l'année passée, ils ont construit une école primaire et il y a 100 élèves dans cette école depuis octobre. Et l'idée maintenant, c'est de rendre cette école autonome sur le plan financier via la construction d'un poulailler. Donc grâce à la vente de la volaille et des œufs, l'école aura comme ça des revenus, des rentrées financières. L'idée, c'est aussi de planter des arbres fruitiers. Il y aura à plus long terme un projet de puits d'eau aussi. Et donc, nous, notre objectif, c'est de raconter nos aventures sur les réseaux sociaux. Et en fait, on va raconter nos aventures notamment sur la page de l'ASBL Betsalel et de dire... on roule pour cette ASBL, donc faites des dons. Et il y aura un bouton sur Facebook, sur la page de l'ASBL, pour que les gens puissent faire facilement un don. Et j'en profite pour dire que, quand même, à partir de 40 euros, il y a une déduction fiscale possible. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et alors aussi, on a l'idée d'être en contact régulier durant l'émission et que comme ça, j'espère qu'on pourra établir une connexion internationale et voir ce qui s'est passé ces derniers jours, ou que vous nous racontez vos meilleurs moments comme vos galères. Enfin, on va essayer de vous suivre durant tout ce périple. Super. Mais super à vous d'avoir accepté d'être ici déjà et puis qu'on reste en contact pendant toute cette aventure. Et donc, il y avait aussi une dimension par rapport à ce tour du monde et à l'aspect éducatif. C'est au niveau d'un répertoire de jeux éducatifs. C'est ça. Ouais, Est-ce que toi, tu as une espèce de spécialisation, Alex, là-dedans? Ouais, c'est ça. Enfin, une espèce de... Tu es spécialisé dans les jeux éducatifs. Non, mais c'était c'est ça. un peu obscur pour moi, en fait. En fait, lors de mon master en sciences de l'éducation, j'ai fait un mémoire qui était axé sur le jeu éducatif et par la suite, j'ai fait la spécialisation en sciences et techniques du jeu à la HE2B. Et donc voilà, je me suis spécialisé comme ça dans le jeu éducatif. Mais Lucie aussi, lors de son expérience de logopède, utilisait énormément de jeux éducatifs aussi, avec elle a une énorme grosse batterie de petits jeux éducatifs. Et donc effectivement, il y a cet axe, le projet Back to School, il y a l'axe de récolter de l'argent pour les projets de l'ASBL Betsalel, mais il y a aussi l'axe projet éducatif, quoi. Et ça, Lucie, je te laisse expliquer aux auditeurs. Oui. Donc notre idée, c'est aussi d'aller visiter les écoles primaires un peu partout dans le monde et d'observer la place qui est réservée aux jeux dans les apprentissages. Et donc, on va arriver, on va proposer des petits casse-têtes, etc., pour que les élèves se concentrent et montrer aussi que le jeu est un vecteur de concentration. Et puis après, on va leur proposer des petits jeux où ils joueront un peu par groupe, qui portent vraiment sur de la matière scolaire, sur du calcul mental, sur l'éveil, sur du vocabulaire et des choses comme ça. Et puis après, la troisième étape, c'est de dire « Et vous ? Est-ce que vous jouez en classe pour apprendre? Est-ce que vous avez des jeux là? Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Racontez-nous un peu. » Et là, l'idée, c'est en effet de répertorier un petit peu tous les jeux auxquels on peut jouer à travers le monde pour apprendre. Et donc, on fera des photos, on créera des fiches de jeux et on aimerait après mettre tout ça sur en effet, une espèce de ludothèque en ligne qui sera plus probablement hébergée sur le site de l'ASBL Betsalel. Et l'idée, ça serait de faire un peu un échange, que les enseignants et tous les gens que ça intéresse d'ailleurs, je pense notamment aux logopèdes, puissent venir consulter cette plateforme, ce répertoire de jeux, et par exemple dire « Ah bah tiens, c'est intéressant, moi pour travailler tel point de matière, j'utilise ça comme jeu, je vous le donne aussi, voilà le PDF, vous pouvez aussi l'imprimer, construire le jeu et puis l'utiliser. » C'est vraiment l'idée d'une plateforme d'échange de jeux en fait. Ça va être un boulot énorme à faire, quoi. Je pense inventorier et faire ça. Mais ce ne sera pas fait pendant votre aventure de 2 ans, si vous allez faire ça au fur et à mesure, sinon c'est impossible. Si vous attendez de revenir pour tout faire, c'est pas possible. Il faut le faire au fur et à mesure. On va le faire au fur et à mesure. On prend un ordinateur avec nous, un seul, parce que bon, évidemment, pour le bikepacking, il faut peser tout ce qu'on prend avec nous.
bah voilà, l'ordinateur de Lucie est plus léger que le mien, donc on prend le sien. Et, Plus performant surtout. ouais, aussi, c'est vrai que le mien met une demi-heure pour s'allumer. Et bon, évidemment, on a toujours nos téléphones. Et bon, aujourd'hui, des smartphones, bah, c'est des petits PC. Oui. Donc, quand il y en a un qui est occupé sur l'ordinateur, bah, l'autre peut skyper avec la famille ou les amis de l'autre côté. Enfin, il y a de toute façon des trucs à faire sur les deux, quoi. On doit aussi alimenter le compte Instagram Bike to School. Et ça, on le fait via téléphone. Donc voilà, on sera toujours occupé, quoi. Mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a planifié notre voyage sur 2 ans. Parce que je pense qu'on peut faire le tour du monde à vélo en moins que ça. Il y a des gens qui le font en 1 an, un tour similaire au nôtre. Ouais. Mais on se laisse 2 ans parce qu'on sait que ça va nous prendre du temps de s'arrêter dans les écoles. On sait que ça va nous prendre du temps de créer cette ludothèque en ligne. Et voilà, et on n'avait pas envie d'être dans le stress, on a envie de pouvoir profiter, de changer l'itinéraire si on en a envie ou de À propos d'itinéraire, excuse-moi, vous pouvez nous expliquer un peu brièvement par où vous allez passer? L'Afghanistan, la Somalie. C'est ça. La Crimée, et voilà. Ça va être chouette. Donc vous allez descendre d'abord, peut-être? Ouais, c'est ça. Donc là, on part de chez nous. Hein. Ouais, c'est ça. On part de chez nous, mais comme on quitte fin de l'été, on essaye de garder l'été avec nous, donc on fuit l'hiver. Donc c'est-à-dire qu'on pédale vers le sud de la France, puis vers le sud de l'Espagne. Là, on traverse le détroit de Gibraltar, on fait le Maroc à la côte atlantique, Sahara occidentale, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana. Du Ghana, on fera une petite pointe au Burkina Faso. Pour justement... à Léo, c'est ça? À Léo, pour la SBL, évidemment. Mais c'est pas un trop gros détour, quoi, ça va? Non. Bah, il faut quand même dire qu'on fait toute l'Afrique par la côte. Oui. Et puis, on va devoir remonter tout le Ghana, remonter sur le Burkina, puis redescendre. Donc, on peut quand même pas dire que c'est pas un gros détour. Ouais, mais on va pas remonter tout le Ghana. Ouais, mais tout le Ghana, on le remontera pas, mais on sera... Enfin oui, bon, à un moment, c'est vrai qu'on va devoir redescendre. Après, enfin, je sais pas toi, mais moi, je le vis pas comme un détour. Pour moi, c'est juste qu'on va parcourir du coup tout le Ghana et pas uniquement la côte. Et c'est très bien comme ça. Et puis après, Ghana, Togo, Bénin. Et puis là, ça devient un petit peu plus flou. Parce que bon, après le Bénin, à l'est, il y a le Nigeria, ça on va éviter. Et donc, soit on prend un bateau et on va vers l'Angola et on fait Angola, Namibie, Afrique du Sud, mais ça dépendra du temps qui nous reste, etc. Ou alors on va directement en Amérique du Sud. Ouais, c'est ça. Et là, on va faire du coup Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, Pérou, Équateur. Ouais, mais tout ça, évidemment, enfin, ça c'est hypothétique, on verra bien la situation politique à ce moment-là, est-ce qu'il y a des régions qui sont déconseillées ou pas. En tout cas, l'idée c'est de faire l'Amérique latine du sud au nord. On s'arrête en Équateur, on n'ira pas en Colombie. C'est ça, ouais. On a choisi de ne pas faire l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Donc de l'Équateur, on traversera le Pacifique pour arriver à Singapour. Et là, on va faire un peu Malaisie, Asie du Sud-Est. Et puis là, on rentre à Bruxelles, quoi. Mais là encore, voilà. Attends, avant de rentrer à Bruxelles, il y a encore toute la Chine, tous les pays en stand, l'Iran, tous les pays en stand, tous les pays en stand, l'Europe de l'Est. Et voilà, donc bon, bref, en gros, la dernière étape, c'est Singapour-Bruxelles à vélo. Ouais. La plus longue étape, quoi. Ouais, la plus longue étape. Et pour faire tout ça, vous avez quel 40 000 type de vélo? kilomètres. Oui, 40 000 km. Vous avez quoi comme vélo, en fait, pour faire ça? Parce que ça doit être... On les a pas encore. Vous les avez pas encore? Et on part la semaine prochaine. D'accord, tout va bien? On va les chercher après-demain. En fait, on reçoit, on sera ambassadeur d'une marque de vélo qui est en train de travailler sur un vélo de voyage. Donc, c'est vraiment des vélos qui sont conçus pour des longs voyages. Et ces vélos ne sont pas encore commercialisés sur le marché. Ça fait 4 ans qu'ils travaillent dessus. Et là, ils en sont au 3e prototype et ils cherchaient des ambassadeurs pour encore... Ces vélos ont déjà 200 000 km de tests, mais ils voulaient encore des ambassadeurs pour aller encore un petit peu plus loin dans les tests. Et vous n'avez pas peur d'être les testeurs, justement? Mais non, parce que... Non, bah déjà, les vélos ont déjà été bien testés, et puis on s'y connaît un peu en vélo, et on les a vus, en fait, ces vélos. On n'a pas encore roulé avec, mais on les a vus, et franchement... Faut dire que c'est j'ai pas roulé dessus, mais ils avaient l'air quand même franchement bons. C'est des vélos faits pour le voyage à vélo. Donc non, on n'a pas peur. Non, moi je suis même très rassurée de rouler avec ça, parce que c'est des vélos qui ont déjà, comme je l'ai dit, 200 000 km de test. Ils en sont déjà au 3e prototype, et c'est plus que probablement ce 3e prototype qui va être vendu au printemps 2020. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Ouais, c'est ça. Donc a priori, ils nous ont dit, ce prototype, à moins que vous nous fassiez un retour produit il y a vraiment un gros défaut là, normalement,
on n'y touche plus. Ouais, c'est ça. Ces Ils ont dit vélos-là déjà qui le vont- cadre, ils ont dit, même si vous ne l'aimez pas, tant pis, c'est le cadre qu'on aura. Après, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre écrou qui est rouillé ou quoi, mais ça va être petit, quoi. Ouais. Mais de toute façon, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va les recevoir. Les prototypes qu'on va recevoir auront exactement 0 km. Ce qui évidemment est bien mieux que les vélos que nous on a déjà des vélos nous-mêmes, et à la base on pensait partir avec ceux-là, mais le mien a déjà 12 000 km, celui de Lucie un peu moins, mais voilà, il y a des trucs à réparer, etc. Donc on est content de partir avec des vélos qui ont 0 km, enfin en tout cas le prototype, quoi. Et on peut dire la marque et d'où ça vient, ou c'est Oui, encore oui, top bien sûr. secret c'est Non, conf- Non, ça s'appelle Riverside. C'est D'accord. une marque de Decathlon. Ah ouais, mais qui n'existe pas encore finalement. Si, la marque la, existe. la marque Riverside existe, mais mais pas les vélos de voyage. c'est C'est ça, ça. mais, Ah ouais. mais pas en vélo de voyage, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et en fait, ils travaillent. Il y aura trois. Ils travaillent sur une gamme de vélos de voyage et il y aura trois types de vélos. Mhm. Un vélo plus famille pour des voyages un peu plus courts, les travelers, ceux que nous on a pour vraiment des voyages très longs, et encore un autre type de vélo où là il n'y a même pas de sacoche derrière, ils mettent tous les bagages dans le cadre, et ça c'est vraiment pour du sport extrême, quand à un moment donné on arrive en haut d'une montagne et qu'on termine en portant son vélo, quoi. Ah ouais, oui. Ouais. Ils ont vraiment élaboré toute une série. Ouais, J'ai c'est ça. j'ai hâte de voir ça, franchement. Ça a été vraiment pensé par des bikepackers pour des Mhm. bikepackers, quoi. Donc toutes les petites choses où moi je pensais tiens il faudra améliorer ça ou ça, ben voilà ils l'ont fait, quoi. Donc Et ce qui aussi nous intéressait dans cette histoire, c'est qu'on va devoir leur faire des retours produits, donc on va vraiment réfléchir à la façon dont on utilise notre vélo, et qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qui est difficile à utiliser ou pas. Et c'est plus intéressant que simplement de faire de la promo de leurs produits finalement. Ici, c'est vous ne ça devez qui est pas en chouette, on faire. doit c'est pas en ça. on faire. n'a même pas. On est en train de la Non. faire en ce moment, mais Ben oui, quelque part, ils sont gagnants de soutenir un projet comme le vôtre, parce que voilà. oui c'est clair. Ouais, je pense. Que... Et d'ailleurs, ce projet, pour le retrouver sur Google, si vous tapez Bike to School, on tombe sur un truc de l'IBGE, RTBF, je crois. Donc, pour trouver vraiment le projet, pour l'instant, il faut mieux aller sur la page de la SBL, Ouais. je pense, Betsalel. ouais, hein. c'est ça. Betsalel.be. Donc, c'est BETSA. S-A-L-E-E-L. Voilà. Donc en fait, soit directement sur le site de la SBL, donc betsalel.be, soit liker et nous suivre sur la page Facebook de la SBL. Qui s'appelle ASBL. Donc c'est facebook.com/ASBL Betsalel. Ou encore Instagram. Et là, c'est bike to school, mais avec des underscores. Donc c'est bike _2. Le chiffre 2. Ouais, le chiffre 2. Underscore school. Voilà, super. Ouais, mais sûrement qu'on reviendra, nous, quand on se verra, on s'entendra dans les futures émissions, on rappellera évidemment ça, mais déjà pour vous soutenir, parce qu'il y a déjà moyen de faire des dons, je pense, via la page de la SBL. Oui, c'est ça. Hein, donc allez-y. Voilà, c'était donc l'interview de Bike to School, qui est donc en Espagne. Le couple à vélo est parti loin, et on reviendra évidemment sur leur voyage tout au long de nos émissions, puisque c'est donc l'émission dédiée au vélo de Radio Campus. L'émission se nomme Les Sockets en Titane, et elle aura lieu les 4e lundis du mois, comme vous êtes là, vous le savez. Et alors, il y aura encore des rubriques, mais cette fois-ci, on a plus été dans les présentations. Il y a encore l'agenda qu'on n'a pas fait, il y a encore le point culture, il y a encore pas mal de choses à vous soumettre. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. En tout cas, un grand merci à vous, mes chères collaboratrices, Katia et Mélodie. Merci à toi. Merci à la nomade merci. sédentaire et à Mélo Vélo, pour le dire autrement. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On se retrouve donc une fois par mois, et en attendant, vous pouvez retrouver évidemment toutes les infos sur la page de l'émission, page Facebook, tous les réseaux, on sera là, présent. Merci encore à vous aussi d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Faites du vélo. Et oui, faites du vélo. Merci beaucoup, à la fois prochaine. À bientôt. Bye.